Merci de nous retrouver sur les antennes de For You Télévision. Madame, Monsieur, bienvenue à cet autre rendez-vous de l'édition matinale. Sur nos antennes, on parle cette fois-ci donc du 72e sommet du comité régional de l'OMS. Ouverture donc ce 22 août à Lomé, la 72e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique par Faure Gnassingbé, en présence du directeur général de l'OMS, Dr Tedros, composé des ministres de la Santé des 47 pays membres de l'OMS dans la région et du secrétariat de l'OMS. Le comité régional est l'organe directeur de l'organisation au niveau régional. Son but, définir les politiques de santé et approuver le budget et le programme de travail. Et le programme de travail de l'OMS dans la région. Près de 700 délégués, dont 400 délégués sont attendus à Lomé, la capitale togolaise, et 300 participants en visioconférence. Et au cours de ce rendez-vous, un certificat de l'OMS a été attribué au Togo comme étant le premier pays au monde à avoir éliminé 4 maladies tropicales négligées. Soulignons que le Togo avait déjà tenu l'édition précédente de ce sommet en virtuel à cause de la pandémie à Covid-19. L'événement court jusqu'au 26 août 2022. L'Afrique est responsable de moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Toutefois, le continent subit de plein fouet les impacts du changement climatique et particulièrement les femmes et les jeunes. Telles sont les déclarations de Khadija Idrissi Dianati, présidente de l'IFRAN Forum, le sommet africain du commerce et de l'investissement, dont la tenue de sa 5e édition consacrée à la résilience climatique de l'Afrique aura lieu du 26 au 28 octobre 2022 dans la ville d'Ifrane au Maroc sous le thème Changement climatique. L'Afrique prend son destin en main, lequel rendez-vous réunira près de 200 participants de 25 pays d'Afrique. Tenu à la veille de la COP 27, ce 5e meeting de l'Ifrane Forum sera une rencontre exceptionnelle de la réflexion et de la mobilisation. Et au-delà de constater l'état des lieux, le Forum 2022 mettra en lumière les initiatives du secteur privé et les solutions innovantes développées par les startups africaines pour relever les défis du changement climatique. Il sera également question d'inciter les parties prenantes à s'engager davantage pour apporter les réponses adéquates à l'urgence climatique en Afrique. Cap cette fois-ci sur le Tchad et parlons du dialogue national souverain et inclusif qui s'est ouvert le week-end à N'Djamena. Opposition civile, groupe Les Belles Autorités de la Transition se retrouve enfin d'organiser une meilleure transition politique et ainsi qu'une organisation d'élections. Plus de détails dans ce reportage que signe Guéné. C'est un moment décisif dans l'histoire de notre pays, a déclaré le président de la transition au Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno. En effet, à l'occasion de son discours d'ouverture du dialogue national inclusif, le numéro 1 tchadien a tenu à préciser le bien fondé de cette rencontre qui va permettre au pays de sortir de la transition de manière pacifique. À cette grande consultation participent quelques 1400 délégués, membres de syndicats, de partis politiques et du Conseil militaire de transition. Des discussions porteront alors sur la réforme des institutions et d'une nouvelle constitution avec en ligne principale la tenue d'élections libres et démocratiques. Cependant, l'on note certains désistements de groupes d'opposition. Ces derniers soupçonnent la prolongation de la période de transition, le cas de Wakit Tama, principale coalition de partis d'opposition et de membres de la société civile. De même, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, l'un des principaux groupes rebelles à l'origine de l'offensive qui a coûté la vie à l'ancien président Idriss Déby, n'a pas signé l'accord de Doha et ne participe pas au dialogue, le considérant biaisé d'avance. Néanmoins, pour le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, il s'agit d'une opportunité historique de poser de nouvelles fondations pour la stabilisation du Tchad. Une position corroborée par l'Union africaine qui soutient depuis le début le pouvoir de transition en place. On reste avec vous, Nguéné, pour parler de l'Algérie où le président français Emmanuel Macron y est attendu du 25 au 27 août prochain. L'objectif de cette visite est de relancer les relations et d'apaiser les tensions entre les deux pays. Avec vous donc, nous revenons sur les contours de ce rendez-vous. Après plusieurs mois de crise diplomatique sur la question mémorielle entre l'Algérie et la France, cette visite devrait permettre de redorer les relations entre les deux pays. C'est ce que espère le président français Emmanuel Macron, qui a déclaré au cours d'une sortie qu'il assumait sa main tendue à l'Algérie.
Ce déplacement prévu du 25 au 27 août prochain contribuera, selon la présidence française, à approfondir la relation bilatérale tournée vers l'avenir au bénéfice des populations des deux pays, à renforcer la coopération franco-algérienne face aux enjeux régionaux et à poursuivre le travail d'apaisement des mémoires. Pour Emmanuel Macron, il s'agira de son deuxième voyage en tant que président en Algérie après une visite d'une douzaine d'heures en décembre 2017, au début de son quinquennat. Pour rappel, les relations franco-algériennes ont connu un coup de froid lorsqu'en septembre 2021, le président Emmanuel Macron reprochait au gouvernement algérien d'entretenir une rente mémorielle tout en s'interrogeant sur l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation. Parlons cette fois-ci de la Guinée-Conakry. L'équipe de la médiation y séjourne déjà dans la capitale Conakry. Reportée à plusieurs reprises, la médiation de la CEDEAO en Guinée, conduite par le facilitateur, l'ancien président béninois, Dr Thomas Yahi Boni, est désormais en terre guinéenne depuis le 21 août dernier. Évaluer donc le processus de transition en cours, échange entre les classes politiques et également la société civile et également aussi un regard sur cette transition sont entre autres là l'un des objectifs que va devoir donc suivre cette équipe de la médiation de la CEDEAO. Une visite qui intervient néanmoins au lendemain de la nomination d'un nouveau Premier ministre et d'un remaniement ministériel. On fait le point dans ce reportage. L'ancien président béninois, Dr Thomas Yahi Boni, est à Conakry, la capitale, depuis le 21 août 2022. Le médiateur de la CEDEAO dans le processus de la transition de la Guinée est venu s'assurer des avancées engagées par les autorités de la transition en vue de permettre au pays de retourner dans l'ordre constitutionnel. Arrivé le dimanche à 17h à l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry, l'ex numéro 1 béninois a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Dr Maurice Sanda Kouyaté. Il est question au cours de son séjour de s'entretenir non seulement avec les autorités de la transition, mais plus avec la classe politique et la société civile guinéenne. Toutefois, il est important de souligner que la venue du médiateur de la CEDEAO intervient au lendemain d'un léger remaniement ministériel et de la nomination d'un nouveau Premier ministre en Guinée, Bernard Ngomo, puisqu'il s'agit de lui, ancien ministre du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, occupait jusqu'alors la fonction de Premier ministre par intérim. Des éléments qui, d'un point de vue analytique, semblent montrer la détermination du gouvernement à asseoir une bonne transition en Guinée. Soulignons que cette médiation de la CEDEAO a lieu un mois après le dernier déplacement du Dr Yahi Boni à Conakry. Ce dernier, au cours de ce voyage, comme l'indique son rapport, dit avoir réitéré la volonté de créer des conditions de liberté, de démocratie, de paix, de stabilité, de sécurité et d'emploi des jeunes en vue d'une prospérité par les citoyens de la communauté de la CEDEAO. Parlons de la Côte d'Ivoire dans le secteur politique. Simone Gbagbo signe son retour. Lancé il y a presque un an, le mouvement des générations capables MGC est devenu officiellement un parti politique depuis le samedi 20 août 2022. L'ancienne première dame prend la présidence avec dans sa ligne de mire les prochaines échéances électorales. Les locales en 2023 et la présidentielle en 2035. Le lancement du MGC est prévu pour le 25 septembre à Abidjan. Je vous propose d'avoir plus de détails dans ce reportage de Kouitio. L'ancienne première dame a refusé de rejoindre le Parti des peuples africains en Côte d'Ivoire, le PPACI, le nouveau parti créé par Laurent Gbagbo après qu'il s'est résigné à laisser le Front populaire ivoirien, FPI, aux mains de Pascal Affi-N'Guessan. S'estimant reléguée à un rôle de figurante, elle a préféré faire cavalier seul, marquant une véritable rupture politique avec l'ex-président. Tous deux ont ensuite échangé quelques communiqués au ton un peu réluisants. L'ex-première dame de Simone Gbagbo a créé samedi 8 août son parti politique, 2 ans après la présidentielle de 2025. Elle rompt ainsi politiquement avec l'ex-président Laurent Gbagbo, avec qui elle avait formé un redoutable tandem au pouvoir pendant 10 ans. Sans surprise, étant la seule candidate, Simone et Yvette Gbagbo a été élue présidente du mouvement des générations capables, en abrégé MGC, avec 100% des voix par plusieurs centaines de délégués de tout le pays lors d'une assemblée générale constitutive du parti de 2 jours, qui s'est achevée samedi. Après avoir incarné une ligne dure sous la présidence de son mari, l'ancienne première dame s'est trouvée un autre registre. Elle critique désormais la corruption et la mauvaise gouvernance.
dénonce une crise des valeurs et brandit la crainte de Dieu. Un discours qui séduit particulièrement au sein de l'Église évangélique, dont elle est une fervente fidèle. Rien ne dit toutefois si elle pourra aisément transformer la sympathie dont elle jouit auprès d'une partie de la population ivoirienne en bulletin de vote dans les urnes. D'ailleurs, elle n'est pas inconnue du paysage politique ivoirien. Jusqu'à sa transformation en parti politique, le MGC était une coalition de mouvements soutenant Mme Gbagbo, créée en septembre dernier, avec déjà dans sa ligne de mire la prochaine présidentielle. Parlons de la gouvernance au Mali, un nouveau visage à la tête de la primature, un nouveau Premier ministre au Mali dont il s'agit de Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement malien qui devient Premier ministre par intérim en remplacement de Choguel Kokaïla Maïga, hospitalisé après un malaise selon des sources dignes de foi. Plus de détails dans ce reportage. Le colonel Simi Goïta a désigné dimanche 21 août un autre colonel, le ministre Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim, en remplacement du civil Choguel Kokaïla Maïga, hospitalisé il y a quelques jours. Le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, est désigné pour assurer l'intérim de M. Choguel Kokaïla Maïga, Premier ministre chef du gouvernement, et c'est par voie de décret lu à la télévision d'État que l'annonce a été faite. Pour ceux qui ne le savent pas, outre l'important portefeuille de la décentralisation, Abdoulaye Maïga, âgé d'une quarantaine d'années, était aussi le porte-parole du gouvernement. Peu connu avant sa nomination à ce poste fin 2021, il a régulièrement fait à ce titre certaines des annonces les plus marquantes du gouvernement et des déclarations les plus abruptes contre la France. Il avait ainsi exigé, fin juillet, du président Emmanuel Macron qu'il quitte définitivement sa posture néocoloniale paternaliste et condescendante. Choguel Kokaïla Maïga, un vétéran de la politique malienne, avait été choisi pour être le chef du gouvernement après le second putsch de mai 2021. Il a été hospitalisé il y a 8 jours après un malaise cardiaque selon un responsable hospitalier. Ce service s'était alors contenté d'indiquer qu'après 14 mois de travail sans répit, il avait été mis en repos forcé par son médecin. Il annonçait son retour au travail la semaine suivante, mais aucune autre nouvelle ne lui a été donnée officiellement depuis lors. Il faut rappeler que Choguel Kokaïla Maïga est l'un des fondateurs du mouvement du Saint-Jouet qui a joué un rôle de premier plan dans la contestation ayant précédé la prise de pouvoir par les militaires en 2020. Mesdames et messieurs, c'est suite cette information qui nous vient de Mali, qui nous met un terme à ce rendez-vous l'information matinale. Merci de nous avoir suivis. Les programmes de Foyer Télévision se poursuivent.